Alors, je vais faire un retour sur la dernière version du DCE concernant les lots plomberie chauffage d'un côté et ventilation de l'autre. Version 5, si ma mémoire est bonne, et je fais ce retour par vidéo plutôt que d'écrire des longs mails qui restent. Voilà. Alors, oh, attendez là, on me souffle à l'oreille que je serai un peu pénible, que ah oui, c'est ça, que en fait j'ai des demandes qui sont non conformes à la réglementation et que donc on voudrait se décharger de ses responsabilités si jamais l'installation ou s'il y avait des problèmes. Ah, alors c'est un peu énervant ce genre de choses, sachant que j'ai jamais eu de retour direct du BET sur les remarques que j'avais faites. On a eu quelques réunions dans lesquelles j'ai demandé des choses, des éclaircissements, imposer des contraintes. Alors imposer, non, j'ai dit ce que je voulais, c'est nous qui avons des besoins, c'est nous qui exprimons notre besoin, c'est notre installation, c'est donc ce que l'on veut, et il est donc tout à fait logique que je précise ce que l'on veut, comment on veut que ce soit fait, bien évidemment dans le cadre de la réglementation existante et des contraintes technologiques. Donc c'est un échange normalement normal. Moi, je veux des choses. Le BE me dit c'est possible, c'est pas possible. Éventuellement, c'est cher, c'est pas cher. Et puis la réglementation, oui, ça serait chouette, mais la réglementation l'interdit. Ce genre d'échange, on ne les a jamais eus. Alors bon, je crois que le sujet qui fâche, c'est le niveau des ventilations. Depuis le début, on veut, à mon avis, surventiler nos classes. Alors, j'y suis opposé, je vais expliquer pourquoi. Alors, on m'a donné, c'est un des seuls échanges qu'on ait eu, on m'a donné pour justifier les débits voulus ce document. Alors, ce document, c'est un PDF, je ne sais plus, il doit faire une quarantaine de pages. Il mériterait d'être entièrement décortiqué. Rénovation des écoles passées en classe supérieure. Joli petit jeu de mots, c'est sympa. C'est fait par Aldes, Aldes qui vend des CTA. Et on peut penser que Aldes développe une argumentation pour vendre des CTA, pour vendre les CTA les plus grosses possibles, et qu'il est à l'affût de la moindre réglementation, du moindre élément permettant de justifier l'installation de ces CTA. Dans ce PDF, on trouve un élément intéressant, une page, alors je vais en citer quelques-unes. Encore une fois, l'ensemble du document mériterait qu'on s'y attache et qu'on décortique un petit peu comment est-ce qu'on tord un peu le cou à la réalité, comment est-ce qu'on est un peu borderline sur un tas de sujets, c'est assez rigolo. Alors oui, donc ici, c'est très clair. La réglementation départementale nous impose 15 mètres cubes heure par enfant en 1979 et accessoirement 18 mètres cubes heure par adulte et 18 mètres cubes heure par occupant d'une salle d'activité. Les lycées, on n'est pas concernés, les crèches, on n'est pas concernés, et donc en décembre 2022, il y a un nouvel arrêté qui nous dit, alors c'est nouveau, 800 ppm, renouvellement de l'air satisfaisant. Donc ça concerne les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les centres de loisirs. Et simulation Aldes, 40 à 50 mètres cubes heure par enfant. Et c'est sur cette base que le BE nous cherche, j'ai presque envie de dire, cherche à imposer 50 mètres cubes heure par enfant. Et entre les 15 mètres cubes heure de la réglementation et les 50 mètres cubes heure, 45 à 50, il y a un rapport 3 quand même. Alors on peut lire d'autres choses dans ce document, qui a été fait, on ne sait pas trop. Alors effectivement, inférieur à 800 ppm, très bonne qualité de l'air, valeur guide réglementaire. Valeur guide réglementaire, qu'est-ce que c'est que ce guide réglementaire? Je ne sais pas, c'est marrant, c'est un guide mais c'est un règlement. Ça me fait penser un petit peu aux guides des écoles qui sont édités par l'Éducation nationale, qui édite en gros l'école parfaite. Bon, voilà, mais c'est à aucun moment, c'est une obligation.
il y a dans ces guides des parties qui sont obligatoires, mais l'ensemble des prescriptions ne sont pas obligatoires et sont en fait une direction à prendre pour essayer de faire une école parfaite. Et donc, effectivement, à chaque fois, il y a un coût et on sait dans quelle direction aller et on essaye d'y aller le plus loin possible, mais il y a un moment donné, le ministre des Finances se manifeste à nous et nous dit stop. Donc, nouvel objectif à atteindre. Entre 800 et 1500 ppm, bonne qualité de l'air. Oui, d'accord, bof. Ah non, entre 800 et 1500, concentration provisoirement tolérable. Donc, vous voyez, c'est rigolo déjà, ça. Voilà, il y a différentes petites boulettes dans ce guide-là, c'est rigolo. Une autre page, la réglementation sanitaire départementale, toujours en vigueur, fixe les valeurs des débits d'air neufs minimum à introduire, ainsi que le niveau de CO2, 1300 ppm. Donc la réglementation sanitaire, 15 mètres cubes heure, c'est toujours elle qui s'applique. Et vous pouvez poser la question au bureau de contrôle, ça a été fait. La réglementation sanitaire, c'est ça. Il n'y a pas d'autres normes sur les débits minimum à mettre dans une école. On trouve un autre petit argument, c'est rigolo. Vous avez ici le coût. Alors quand on n'ouvre pas, ça coûte. Enfin, quand on n'a pas de ventilation et qu'on ouvre les fenêtres, alors je sais pas d'où ça sort. Ça c'est franchement sorti du chapeau parce que pour estimer les pertes d'énergie d'une classe quand on ouvre les fenêtres, franchement. Enfin bon. 589 €. Et si on met donc à l'autre bout une VMC double flux avec une modulation de la ventilation en fonction du taux de CO2, on descend à 86 €, on est à moins 85%. Voilà, si on regarde ça, avec les débits de 50 mètres cubes heure, eh ben, on a toujours notre 589 ici. Alors, bien évidemment, comme vous multipliez les débits par 3, tout va vous coûter plus cher. Alors ici, on nous annonce toujours fièrement un moins 55% par rapport à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Hein, encore une fois, l'ouverture des fenêtres. Hein. Et par contre, on nous cache ici qu'on est sur un multiplié par 3 au niveau des coûts. Alors j'ai quand même quelques doutes hein, sur ces calculs-là. Bon voilà, ça, ce genre de graphique, tout le monde peut le faire. Ça n'a aucune valeur. Ce qui est rigolo ici, c'est qu'on met le prix de l'électricité à 10 centimes et le prix du gaz à 17 centimes. Hein, ils ont bien évidemment permuté les deux. Voilà. Encore une fois, il y a plein de petites boulettes dans ce document. C'est pas un document très sérieux. Alors regardons l'arrêté du 27 décembre 2022 sur lequel on se réfère et qui nous dit que alors cet arrêté en fait il vient sur la suite d'une réglementation qui demande à ce que l'on regarde de plus près la qualité de l'air dans les locaux recevant du public, les écoles en particulier, mais les locaux recevant du public en général. C'est un peu plus important dans les écoles parce que là, on met souvent pas mal de personnes dans une même pièce, donc le taux de CO2 en particulier, il grimpe très rapidement. Il y a toute une partie dans le document qui nous dit qu'en gros, avec moins de CO2, les élèves retiennent mieux l'information, enregistrent mieux un tas de choses. C'est assez rigolo, j'ai déjà vu traîner ce genre d'études. C'est toujours avec des très très grosses marges d'erreur. Alors quand on annonce une amélioration de 8% des résultats scolaires, enfin ça fait franchement rigoler. Il y a plein d'autres façons d'améliorer les résultats scolaires que de baisser le taux de CO2 dans les classes. Hein. Et donc pour revenir à cette histoire-là, il faut donc regarder la qualité de l'air dans les écoles et cet arrêté, il nous dit en gros quel type de technologie utiliser pour faire les mesures de CO2 parce que il y a plusieurs technologies, notamment des technologies où les sondes dans le temps se décalent. Nous, ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on mesure le taux de CO2 dans nos salles. Et effectivement, les premières sondes qu'on a achetées, elles se décalibraient. Les sondes actuelles se recalibrent automatiquement. Donc, on n'en a plus des sondes comme ça. On a donc ensuite des valeurs de CO2 qui sont indiquées comme étant bonnes ou mauvaises. Et donc, on nous dit au 4e paragraphe qu'une concentration inférieure à 800 ppm traduit un renouvellement de l'air satisfaisant dans les locaux occupés. Le dépassement de cette valeur implique des actions permettant de revenir
à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante. Une concentration supérieure à 1500 ppm témoigne d'un renouvellement de l'air insuffisant. Le dépassement de cette valeur conduit à engager dans les plus brefs délais des actions permettant d'agir sur les causes du dépassement et de revenir à une qualité. Voilà. Donc moi, je comprends là-dessus que moins de 800 ppm, c'est le monde parfait vers lequel il faudrait aller. Qu'entre 800 et 1500 ppm, c'est un monde acceptable. Et qu'au-delà de 1500 ppm, on est dans un environnement dégradé. Je vous rappelle que la réglementation sanitaire départementale fixe comme cible 1300 ppm. Voilà. Alors, moi, je vois il n'y a ici aucune obligation de débit d'air. Je ne sais d'ailleurs pas si on se rend compte de ce que c'est que des débits d'air 3 fois plus importants. Alors, la qualité de l'air, comme je l'ai dit, nous, on la regarde dans nos écoles. Hein, et dans une classe typique, ici, hein, on voit le début des cours, vers 9 heures, les enfants rentrent, le taux de CO2, il monte, les ventilations se mettent en place, et on voit qu'on se stabilise ici pendant 1 heure, à peu près, un petit peu moins, à 1300 ppm. Réglementation sanitaire, vous voyez, ça marche. Ça, c'est une salle qui a été taillée, suivant la réglementation sanitaire, 15 mètres cubes heure par enfant. Les enfants vont en pause, on revient, etc., et puis ils vont manger, on revient, il y a le périscolaire, il y a les études surveillées, pardon, et on voit les différentes phases à chaque fois quand voilà. Quand on est en dessous de 800 ppm, ici, il n'y a plus grand monde dans la classe, hein, il faut être clair. Lorsqu'il y a du monde dans la classe, on est bien autour de 1200, 1300 ppm. Donc voilà, on n'est donc pas dans un monde avec la réglementation sanitaire existante, on est bien entre les 800 et 1500 ppm. Aldes voudrait que l'on fasse 3 fois la réglementation actuelle et le bureau d'études va dans ce sens. Alors, il faut voir ce que ça implique, parce que c'est vrai, Pierre, t'es pénible. Pourquoi tu veux pas que nos enfants ils se sentent bien dans leur classe, etc. Bah parce que déjà, je l'ai déjà dit, 1000 ppm, 1200 ppm, c'est correct. Descendre un petit peu, ben tant mieux. Viser les 800, là, on commence à aller très fort. Bien comprendre que, comment dire, chaque ppm qu'on va chercher à grappiller en descendant coûte plus cher. Les 100 ppm pour passer de 1500 à 1400, ils coûtent pas cher. Les 100 ppm pour passer de 900 à 800, ils coûtent très cher. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, en hiver en particulier, en région parisienne, on a à peu près 450, 460 ppm. Et donc, si vous voulez descendre à 600, 700 ppm, et si vous voulez descendre à 500, par exemple, et ben là, il vous faudra 500 mètres cubes heure par utilisateur. En fait, vous n'avez pas une linéarité dans cette histoire. Vous avez une montée en exponentielle là-dessus. Donc, pour avoir 460 ppm, eh ben, il faut ventiler à l'infini, hein, parce que la présence des gens doit être immédiatement évacuée. Donc, il faut bien comprendre ça. Hein, quand on impose des valeurs très élevées, ça fait monter les débits de ventilation de manière forte. Ensuite, il ne faut pas oublier que nos élèves, ils sont rarement plus de 2 heures dans une classe, c'est-à-dire que ils vont rentrer dans la classe, le taux de CO2 va monter, ensuite ils vont s'absenter, les ventilations vont ils vont aller en pause, les ventilations vont faire redescendre le taux de CO2, ils vont revenir, ça va remonter, etc. Donc il faut prendre ça aussi en compte, la classe n'est pas occupée en continu toute la journée et voilà, c'est quelque chose d'assez complexe, tout ça. Donc maintenant, pourquoi je veux pas? Parce que ça va nous coûter cher. Sur plein d'aspects, une CTA 4500 m3 versus une CTA 1500, c'est 15 000 € de plus sur l'achat, l'installation du matériel. Il faudra compter des registres plus gros, des gaines plus encombrantes, donc plus chères. Tout ça, voilà, ça va être des problèmes. On sait déjà que les gaines des CTA, avec les normes anciennes, on se rappelle très bien notre projet sur notre groupe scolaire, c'était un sujet par où passent les gaines. C'est des nuisances sonores dans les classes. Je suis pas sûr qu'on se rende très bien compte de ce que c'est que 1500 mètres cubes heure dans une classe. C'est 8 fois le renouvellement de l'air de toute la classe par heure. Donc, c'est compliqué.
C'est des nuisances sonores pour les riverains. Cet air-là qu'on prend dans toutes les classes, donc 1500 mètres cubes heure multiplié par le nombre de classes, c'est de l'air qu'il faut rejeter à l'extérieur. Ça fait du bruit. On est en centre urbain. Dans notre école Gambetta, des riverains se plaignent quand la nuit, les ventilations déclenchent en été pour rafraîchir le bâtiment la nuit. C'est une consommation des ventilateurs x10 au moins. On a un facteur cube sur la consommation des ventilateurs. Donc c'est un poil compliqué parce qu'il faut prendre en compte les pertes de charge, l'augmentation. Voilà, mais on commence à être coincé parce que les pertes de charge sont proportionnelles à la surface en gros des conduites et à la vitesse de l'air. Donc en fait, la surface des conduites, elle augmente plus vite quand on augmente le rayon de nos ventilations. Donc, il faut en fait augmenter plus vite que les débits. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des bons compromis à trouver. Sinon, on a des gaines monstrueuses, quoi. Donc, la consommation de la batterie chaude, ça c'est clair, c'est x3. Alors oui, Aldez, dans son petit document, il nous trouve des batteries chaudes avec des récupérations de chaleur de 90%. Ça n'existe quasiment pas, ça coûte très cher, c'est très compliqué. Et donc là, c'est pareil. Quand on a 80% ou 90%, on va dire wow, ouais, c'est un peu pareil, 80. Non, 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 non. C'est 10 ou 20% de pertes. Les pertes, elles doublent quand on est à 80%. Donc dire j'ai 90% ou dire j'ai 80%, c'est un facteur 1 à 2 dans ce que je vais perdre. C'est pas le 0,8, 0,9. Non, non, c'est pas 10% de plus. Donc, il faut faire attention à ça. Les filtres vont s'encrasser, etc. Et puis, ça va peser une demi-tonne de plus, la CTA. Donc, on veut les mettre dans des faux plafonds, elle va être vachement plus encombrante. Enfin, il n'y a que des soucis là-dedans. Ça va nous coûter plus cher à l'achat, ça va nous coûter plus cher en fonctionnement, ça va, voilà. Et ce n'est pas une obligation. C'est pour ça. Et donc, faire des installations de fou pour des enfants qui passent quelques heures dans des classes par jour, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je rappelle qu'on est à l'école 4 jours sur 7, 10 heures par jour, donc 10 heures sur 24, 4 jours sur 7, 6 semaines sur 8 et 10 mois sur 12. Donc on passe pas sa vie à l'école, les enfants n'y sont pas si souvent, ils vont quand même assez régulièrement à l'air. On n'est pas quelqu'un qui travaille tous les jours dans un bureau cloisonné, c'est pas le cas. Voilà. Et puis donc ces installations de fou, faut bien comprendre que l'histoire du puits canadien, pourquoi le puits canadien il a été rejeté, tout simplement parce que il a été dimensionné sur ses bases. Donc au lieu, on a un puits canadien qui est dimensionné sur une valeur au moins 3 fois trop grande. Au moins, moi je dirais 4 à 5 fois trop grande, ce puits canadien. Donc le problème, il vient de là. Il vient de là le problème du puits canadien. Si on avait fait des installations raisonnables, il ne coûterait pas 130 000 euros. 130 000 euros pour quel gain? Voilà, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Alors du coup, mon retour à moi sur les classes, puisque je vous l'ai dit, je mesure le taux de CO2 dans nos classes depuis des années, c'est que 15 mètres cubes heure, c'est un tantinet insuffisant. On est à 1200, 1300 ppm, ce qui, encore une fois, est la réglementation sanitaire. Je me disais que sur ce projet, on allait viser des valeurs plus élevées, plutôt 20 mètres cubes heure par enfant, c'est-à-dire des classes plutôt autour de 600 mètres cubes heure et non pas 450. On a été discuté avec Rony Soubois qui nous dit qui ont un bureau d'études haute qualité environnementale qui fait très attention à l'environnement de ses classes. Bon, les constructions coûtent 2 fois plus cher que les nôtres, mais bon, voilà, ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Eux, ils visent les 25 mètres cubes heure. Discussion avec Francaire qui nous confirme que la réglementation sanitaire c'est 15 mètres cubes heure. C'est une cible à 20-25. Donc voilà, moi dans ce projet, j'ai ciblé 20-25 mètres cubes heure en fonction de, par exemple, si on est dans une zone confinée comme le dortoir, je vais plutôt essayer de taper les 25 voire 30 mètres cubes heure. Le dortoir uniquement. Les classes, je vais plutôt essayer de taper les 20 mètres cubes heure. Voilà. Et ça, c'est mon droit. Ou alors, encore une fois, qu'on me mette
une réglementation, un décret, quelque chose qui me dit non monsieur, vous devez mettre tant. Voilà. Sinon, c'est mon droit de maître d'ouvrage d'imposer maintenant, j'impose les valeurs de ventilation dans les classes. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû prendre en compte dès le début du projet. Si on crapote encore sur ces histoires-là, ce n'est pas normal. Pourquoi le bureau d'études ne veut pas satisfaire nos demandes depuis le début? On perd du temps, on perd beaucoup de temps et d'énergie sur ces histoires-là, ce n'est pas normal. Alors, on va continuer un petit peu sur les remarques que je fais, puis on va essayer de balayer pour savoir si c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Là aussi, on discute entre ingénieurs. Je ne suis pas ingénieur CVC comme ces gens du bureau d'études qui ont toutes les qualifications normalement requises pour gérer ce genre de choses. Moi, je ne les ai pas. J'ai 2-3 petites connaissances, mais on discute. Entre ingénieurs, on peut parler arguments techniques contre arguments techniques. Si je suis dépassé, je le dirai. Si je ne suis pas dépassé, je pose des questions et je demande qu'on m'explique. En particulier ici, on me met une pompe sur le circuit primaire des chaudières de la cascade. Et cette pompe, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Pourquoi? Déjà, pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Et ensuite, parce que je veux que le circuit soit sans retour entre le départ direct, entre le départ et le retour d'une chaudière. Ceci pour faciliter, pour aider à la condensation, puisqu'on a des chaudières à condensation. Et donc, cette pompe-là ne peut pas être s'il n'y a pas de retour, parce que le débit de cette pompe devrait alors s'adapter au débit de tous les réseaux en départ. Et ça n'a pas de sens. Pourquoi mettre une pompe qui s'adapte au débit des réseaux qui partent? Voilà. Alors, je ne vais pas discuter très longtemps. Moi, j'attends les arguments pour dire qu'il la faut, cette pompe, et qu'on a eu raison de la mettre. Sinon, on la retire. J'attends qu'on m'explique. Alors, je vais me justifier un petit peu quand même là-dessus. Tout d'abord, je parle un peu des vases d'expansion. Dans le cahier des charges, on nous dit qu'on les conserve. Non, on ne les conservera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont vieux. Ça se voit quand même quand on visite la chaufferie. Ils ne sont pas de dernière jeunesse. Et puis, accessoirement, on augmente de 40% la surface de l'école avec le même mode de chauffage, chauffage à eau. On rajoute, alors ici, on rajoute que 2 départs. Bon, on verra qu'il en faut un petit peu plus probablement. Mais voilà, et donc le réseau est bien plus étendu. Dire qu'il ne faudra pas rajouter de vaches d'expansion, c'est un peu chaud. Voilà, là aussi, c'est mon avis de non-technicien, non-spécialiste CVC qui dit qu'en fait, voilà. Et puis, vu le prix des vases d'expansion, ça serait quand même dommage de ne pas remettre tout ça à neuf quand on refait l'ensemble de la chaufferie. Alors, on va essayer de s'expliquer un petit peu sur ces retours, ces montages de chaudières sans cascade. Il y a un site qui est sans retour direct, pardon. Il y a un site qui est excellent, qui s'appelle Énergie Plus le site, qui est fait par l'Université catholique de Louvain, par la cellule architecture et climat de cette université. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, voilà, et ça travaille en étroite collaboration avec l'administration belge, l'équivalent de notre ADEME. Pour le coup, ici, les Belges sont nettement en avance sur nous, proposent des informations et des retours d'expérience sur l'ensemble des bâtiments qui sont rénovés, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Ce site, c'est un trésor de pédagogie et d'information. Voilà. Alors, on va lire un petit peu. Un circuit en boucle ouverte est composé d'un collecteur de départ et d'un collecteur de retour séparés. Il n'y a pas de pompe primaire. Ce sont des circulateurs des circuits qui déterminent le débit. Voilà, c'est notre installation. C'est celle que je veux. Ce circuit présente l'avantage de la simplicité de conception et donc des économies d'investissement. On n'est jamais contre. Par contre, comme inconvénient, il présente des risques d'interférence entre les circuits secondaires et donc des difficultés de régulation. En effet, toute modification de l'ouverture d'une vanne mélangeuse entraînera une modification du débit. Dans les autres circuits, il s'en suivra des réactions en chaîne des régulateurs. Ça, c'est quelque chose qui est tempéré par le fait qu'on a maintenant des circulateurs qui fonctionnent à pression constante. Le cas où la boucle ouverte est recommandée, ce type de circuit n'est pas à rejeter d'office. Son extrême simplicité peut être exploitée sans problème en présence de chaudières à grand volume d'eau, on coche, pouvant fonctionner à débit nul, on coche,
Pouvant fonctionner sans limite basse température, ben, c'est le cas des chaudières à condensation ou des chaudières basse température, raccordées à des collecteurs primaires courts. Et ben, comme on va refaire la chaufferie et les collecteurs, et ben, on met dans le cahier des charges qu'il faut que les collecteurs primaires soient à très faible perte de charge. Dans ce cas, en effet, les chaudières ne risquent pas de se rompre au démarrage alors que toutes les vannes mélangeuses sont fermées. Eh bien oui, ça ne peut même pas arriver dans le système de régulation qui est en place puisqu'une chaudière n'est sollicitée que si un circuit est au moins ouvert à 10%. En réalité, ça fonctionne de manière générale, suivant le système Siemens, puisque on se colle sur le circuit qui est le plus demandeur. Donc, il y a toujours un circuit qui est ouvert à 100%. 100% entre 80 et 100%. Les chaudières peuvent condenser sans risque en mi-saison. Ben oui, c'est notre cas. Le circuit primaire présente des pertes de charge tellement négligeables que du coup, tout ira bien. Je vais un peu plus vite. Voilà. Remarquons que ce type de schéma convient très bien pour les chaudières à condensation pouvant fonctionner sans débit minimal. C'est le type de chaudière qu'on a. C'est l'installation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et alors que le collecteur n'est pas n'est pas très bien fait. Donc ça va être fait, ça fonctionnera encore mieux. C'est comme ça que nos chaudières fonctionnent à Gambetta. C'est comme ça que notre chaudière fonctionne aux Vallières. Donc je demande que ça fonctionne pareil ici. Pareil, moi je veux bien. On me dit que ça fonctionnera pas, qu'il y a une norme, qu'il y a je sais pas quoi. On me dit, Welsman, il interdit ce type de branchement sur ces chaudières. Voilà, mais je peux écouter tout ça, hein. Il n'y a pas de souci. Alors j'ai une demande, c'est vrai, dans la partie aérolique. On me met une CTA, donc dans les sanitaires, ici en faux plafond, à l'autre bout du bâtiment. Bon, pourquoi pas. Et on me fait passer les gaines de salle en salle. Ben moi, je préférerais que les gaines passent dans la circulation et qu'on ait des piquages perpendiculaires pour rentrer dans les salles. Ceci pour éviter, en particulier, la propagation du bruit d'une salle à l'autre. Voilà, ça c'est parce qu'on a un retour d'expérience de 3 salles aux Vallières où on n'a pas eu le choix, on n'a pas pu faire autrement. On a des conduites aéroliques qui passent d'une salle à l'autre, pas une seule conduite, pas deux, une seule. Et les enseignants se plaignent dans ces 3 salles-là qu'il y a une propagation du bruit d'une salle à l'autre. Voilà, et quand on cherche un petit peu sur Internet, on dit, ben non, les règles de l'art, c'est plutôt de passer dans les circulations et de faire comme ça. Je vois pas trop ce que ça change en termes de prix, je vois pas trop quel est l'impact de tout ça, donc je préfère qu'on fasse comme ça. Demande du maître d'ouvrage, c'est pareil, c'est mon installation, c'est moi qui vais gérer les problèmes avec les occupants derrière. Je n'ai aucune raison de laisser faire le bureau d'études comme ça. J'ai quelques arguments pour le demander. Il n'y a pas d'impact financier. Je vois pas d'impact technique sur le fonctionnement de l'ensemble. Alors, une petite perle, je trouve. Alors, encore une fois, j'ai peut-être rien compris. Je suis peut-être un ignare. Encore une fois, je suis pas ingénieur CVC. Regardons un petit peu comment les batteries chaudes sont branchées. Alors là, j'en ai présenté une. On en a 3 batteries chaudes. Elles sont toutes les 3 branchées comme ça. C'est-à-dire qu'on a ici un départ du réfectoire. Et ici, sur ce départ pour les radiateurs, hein, on a la batterie de la CTA. Alors, on ne présente aucune vanne de mélange, aucune machin. On ne sait pas comment c'est régulé. J'ai peut-être loupé les pages, mais dans le DCE, j'ai pas vu qu'on disait qu'il fallait une pompe avec le circuit CTA, au moins une vanne de mélange sur la batterie chaude. Non, j'ai rien vu de tout ça. Bon, pourquoi pas. Alors, 2 petites questions. Quel est le régime de température d'une batterie CTA? Alors, réponse. En tout cas, moi, ce que je lis, c'est un régime de température 90-70, voire 80-60. Ça veut dire qu'il faut que la température d'entrée soit à 80 degrés et elle sort à 60. OK. 80-60 quand on essaye de faire tomber la température. Une batterie de CTA, c'est en général assez chaud. Quelle est la température maximum dans des radiateurs, donc dans un circuit radiateur d'une école maternelle? Réponse, 60 degrés. Question, est-ce que ça marche? Non.
Enfin, pour moi, ça marche pas. Alors pareil, qu'on m'explique, où est-ce que j'ai faux? Est-ce que j'ai faux dans la température maximum du réseau radiateur? Est-ce que j'ai faux dans le régime de température de la CTA? Quand bien même ça marcherait, regardons comment le système va fonctionner. Le circuit de chauffage, il va se mettre en route avant l'arrivée des enfants. Avant l'arrivée des enfants, il y a une remontée en température de l'école vers 10 heures, quelque chose comme ça, pour que, à leur arrivée, vers 11h30, la cantine soit chaude. À ce moment-là, le réseau de chauffage se calme, et puis les enfants rentrent dedans. On est dans un bâtiment bien chauffé, enfin bien isolé maintenant. Donc en général, la présence des occupants suffit à maintenir la température du bâtiment. Donc en fait, une fois que les enfants vont être là, le réseau va quasiment s'arrêter. C'est ce que j'observe, moi, dans notre cantine actuelle. Bâtiment basse consommation. Il y a peut-être une coupure, oui. Donc c'est ce que j'observe dans notre bâtiment actuel. Lorsque les enfants sont présents, le réseau de chauffage s'arrête. Les enfants vont émettre du CO2, recracher du CO2, et les ventilations vont se mettre en marche. 15-20 minutes après l'arrivée des enfants. Et petit à petit, le niveau de ventilation va monter, monter, monter. Et au bout de 30 minutes, on est à peu près au débit maximum. Et c'est là qu'il n'y a plus d'eau chaude dans le réseau de chauffage. Donc, quand bien même on mettrait une batterie chaude qui fonctionne en régime de température 60-40, la température du réseau ne serait pas à cette température-là. Donc, il faudrait surchauffer ce réseau, poser des vannes de régulation sur les radiateurs de l'école. Enfin, non. Et donc, du coup, le réseau de chauffage du réfectoire n'est plus un réseau de chauffage, mais un pré-régulateur. Voilà, on va rendre une installation compliquée, non optimisée en termes de consommation énergétique, puisqu'on va avoir d'un côté quelque chose qui pousse, et puis de l'autre côté, il faudra écraser à mort le... Non. Ça ne marche pas. Pareil, c'est mon avis, je viens de donner quelques arguments techniques. J'ai pas de souci à avoir une discussion technique et qu'on m'explique qu'en fait, j'ai pas tout compris, qu'il y a des choses à éclaircir et que, voilà, je vais comprendre que ça fonctionne quand même. Si on m'explique, si on prend le temps de m'expliquer. Pareil, je suis pas ingénieur CVC, mais moi, quand on me montre ça, et puis quand je regarde dans les différents bâtiments comment sont positionnés les diffuseurs, je vois qu'en général, on met le soufflage d'un côté, l'aspiration de l'autre, qu'on met ça en ligne, et que j'ai jamais vu ce genre de choses. Et là, je me dis, si je l'ai jamais vu, c'est peut-être parce que quand l'air est soufflé ici, il va repartir par là, et que là-bas, au fond de la salle, l'air va être très peu renouvelé. En plus, on est dans une salle de motricité, donc il faut vraiment faire attention à renouveler correctement l'air ici. Donc non, moi je suis plus à dire qu'il faut sur le premier tiers de la classe qu'il faut souffler et que sur le dernier tiers il faut aspirer, par exemple. Voilà, encore une fois. Voilà, Alors je demande aussi qu'on réfléchisse, et c'est une demande qui existe depuis le début. 2 CTA entre le bâtiment A et le bâtiment B, ou une seule CTA pour le bâtiment A et B. On colle la CTA ici. On a 5 mètres de plafond ici. Donc, il nous reste au-dessus des 3 mètres, il nous reste encore 2 mètres. Ici, on peut coller une CTA. Et paf, on peut partir ici, comme je l'ai dit, dans les couloirs, alimenter les 3 salles. Et on peut partir par là pour aligner. Là, on n'a pas le choix parce qu'on ne va pas passer par les circulations ici. Ça poserait trop de soucis, et c'est pas très grave parce qu'on a une salle d'évolution, donc le bruit n'est pas trop grave dans cette salle d'évolution. Ici, on a la salle des maîtres, et ici, voilà, on a une salle de cours, donc qui est tamponnée par la salle des maîtres. Si on passe par ici, là, par les sanitaires et le couloir, on va pas trop s'embêter. Donc on peut faire quelque chose où on passe comme ça. Et on économise quoi? Alors on économise, à mon avis, 15 000 €. C'est toujours bon à prendre. On économise de l'entretien, on économise un tableau électrique, on économise un régulateur, on économise plein de choses. Et cerise sur le gâteau, la chaufferie est juste en dessous. La chaufferie est juste en dessous. Faire monter un réseau d'eau, ici, on peut passer sans problème. On peut passer là sans problème. On peut passer ici sans problème. On a plein de passages
pour monter un réseau d'eau de la chaufferie. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Je rappelle, on a une chaudière ici, à peu près, on a une deuxième chaudière là. Donc on est juste en dessous du réseau de chauffage. On a d'ailleurs des conduites de chauffage qui passent et qui remontent ici, là, etc., qui remontent. Voilà. Donc on pourrait mettre une batterie chaude. On économise 2 batteries électriques et on a que des batteries chaudes à eau. Mais c'est voilà, je ne vois que des avantages. Donc j'insiste lourdement pour qu'on parte plutôt sur cette solution, qu'on positionne la CTA ici et qu'on ait les choses bien propres dès le début. Ça veut dire redessiner un petit peu les réseaux de chaque côté, mais ça va être tout ça, ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus aéré. Voilà. Chauffage et ventilation de la cantine, on va en dire un petit mot. Donc, il est précisé qu'on met des moteurs thermiques sur les radiateurs de la cantine. Donc non, c'est aussi un retour que j'ai fait plusieurs fois. Non. Mais qu'on m'explique, on a un réseau régulé unique pour l'ensemble de la cantine. Enfin, unique. Il fait la cantine et les sanitaires. Donc, et les sanitaires de la cantine, bien sûr. Hein. Donc, la salle de restauration. Donc, on a un réseau régulé là-dessus. C'est ce réseau qui va réguler la température de la cantine. On ne rajoute pas derrière la vanne de mélange des vannes thermiques sur les radiateurs qui vont, voilà, ça veut dire qu'on aurait 2 régulations en cascade pour le même objectif de régulation, le même objet régulé. Non, on ne fait pas ça. Pareil, je veux bien qu'on me démontre qu'on fait ça. Ça va nous coûter des régulateurs terminaux en plus, qui sont pas prévus. Ça va nous coûter, comme il y a pas mal de radiateurs, des amplificateurs. Non, enfin, non. Alors qu'on m'explique que je me plante ici, que j'ai tout faux. Encore une fois, je suis ouvert à la discussion jusqu'à maintenant. Je n'ai eu aucune discussion technique, argument technique, contre-argument technique. On discute, on tombe d'accord. En général, c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Moi, j'ai des choses à apprendre, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux bien progresser, je suis preneur. Pas de sonde CO2 dans la pièce. Là aussi, on a une CTA qui alimente uniquement la salle de restauration. Donc, on va pas mettre une sonde de CO2 dans la pièce, on va mettre une sonde de CO2 sur la gaine de reprise et ce taux de CO2 va piloter la vitesse des ventilateurs. Et la sonde de CO2, du coup, comme il n'y en a qu'une et que c'est là qu'elle aura la meilleure information sur le taux de CO2 de la pièce, hein, sinon on risque de mettre la sonde CO2 dans un endroit où elle serait soit favorisée, soit défavorisée. Là, dans la gaine de reprise d'air, on est très bien puisqu'on reprend un petit peu partout l'air de la salle et on mettra une sonde CO2-COV, c'est-à-dire une sonde qui, en plus de ça, gère les mauvaises odeurs. Et ça, c'est très bien dans une cantine de pouvoir gérer en plus. Sinon, les sondes murales ne gèrent que le CO2. Donc là aussi, qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que ça dérange? Alors, petite perle, ventilation de la cantine. Toujours pareil avec qu'est-ce que je suis casse-pied, hein? Ici, je vois, par exemple, que dans comment que ça s'appelle, le local poubelle, le local déchet, on a une gaine ici, une aspiration pour ventiler ce local et on le voit repartir ici et il arrive dans la laverie. C'est-à-dire que l'on prend l'air des poubelles et on l'envoie juste à côté de la laverie. Alors, bien sûr, il n'est pas censé partir dans la laverie, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai parlé, il est censé partir par là. J'ai quand même quelques doutes que le bureau de contrôle accepte ce genre de choses, parce que le risque ici que la ventilation tombe en panne et que, voilà, non, franchement, je n'ai jamais vu ça. Alors, le contrôleur technique, il me dit, moi, j'ai pas la mission sanitaire. Alors, ça aussi, ça m'agace un peu. Alors, s'il n'y a pas d'argument sanitaire et qu'on a une super CTA certifiée, capable de certifier qu'il n'y aura aucun mélange, puisqu'on a une récupération de chaleur. Hein. Donc, qui dit récupération de chaleur, dit flux croisé. Qui dit flux croisé, dit risque de fuite entre les flux entrants et sortants. Donc, si on est dans ce genre de choses, il faut s'assurer que vraiment, il n'y a aucune chance que le flux entrant, il y a une fuite entre les deux. Sinon, il y a une pollution croisée. Et là, on risque de renvoyer, suivant l'autre réseau, ici dans la laverie, un air vicié. Bon, imaginons qu'on ait tout ça.
qu'on ait mis le prix qu'il fallait pour, voilà. La ventilation du local poubelle, c'est 24 heures sur 24. La ventilation, je l'ai déjà dit, de l'office de réchauffage, c'est 4 heures par jour. C'est 4 jours sur 7, c'est 6 semaines sur 8, etc. Vous connaissez la musique, on est dans une école. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait laisser fonctionner la CTA de l'ensemble 24 heures sur 24, au lieu de 15% du temps. Bon, voilà. Donc ça va pas. Pour moi, il faut supprimer cette gaine. Il faut mettre un extracteur ici. L'extracteur, il va récupérer l'air de la petite circulation parce que le bureau de contrôle qui n'a pas la mission sanitaire nous précise qu'il faut ventiler cette circulation et donc du coup, alors ça par contre c'est validé avec lui, tout ça c'est validé par le bureau de contrôle malgré tout, et il nous dit que voilà, on met un extracteur ici, on prend l'air de la circulation et on fait d'une pierre deux coups. Ici c'est un extracteur à 2 balles, il n'y a pas besoin de gros volume, le volume ici n'est pas méchant, par contre il doit fonctionner 24 heures sur 24, ça c'est l'obligation. Et c'est ce qu'on a dans tous nos bâtiments. À chaque fois qu'on a fait le local poubelle, il est ventilé, c'est à part, ça ne rentre jamais, ça ne s'approche jamais des zones où on prépare à manger. Ces trucs-là. Là. Et ça doit être en dépression, en fait, ici. Ce local-là, il doit être en dépression par rapport au reste. Bon, bref. Autre petite chose intéressante, on a donc les sanitaires de la partie office de réchauffage. Et c'est pareil, c'est le même topo. On prend l'air des WC, et on le réinjecte dans le réseau, dans le CTA de l'office. On prend l'air du local ménage et pareil, on embarque ça là-dedans et on prend l'air des vestiaires et voilà. Alors qu'on a juste à côté, ici, dans les sanitaires donc de la salle de restauration, on a un extracteur sanitaire qui ne mélange rien de son air dans le reste de du restaurant scolaire. Et voilà. Alors, pourquoi ça? J'avoue que je ne comprends pas. Donc, on va rajouter 2 petites gaines comme ça et on va supprimer ces piquages ici. Ça ne coûte pas plus cher. Et bon, je vais arrêter de me répéter à chaque fois, mais il n'y a pas de souci, on discute. C'est n'importe quoi ce que je propose, c'est n'importe quoi ce que je dis, c'est hors norme, c'est pas une bonne idée. Ben, on me dit pourquoi. Je redis, à la fin, c'est quand même mon installation. C'est quand même, mon installation, celle de la ville, je me mets représentant du maître d'ouvrage, c'est quand même l'installation qui va être gérée par nos services, c'est nous qui faisons les choix. Le bureau d'études est à notre service pour faire ce que l'on veut, suivant, je le redis, la technologie, ce qu'elle permet, et la réglementation, ce qu'elle permet. Mais c'est moi qui émets des demandes, et c'est le bureau de contrôle qui me dit si on peut, si on peut pas, comment on fait, etc., qui trouve les solutions, qui me dit éventuellement ce que vous voulez faire, ça coûte très cher. Et je veux bien qu'on rebalaye tout ce que j'ai précisé ici, qu'on me dise pourquoi ça va pas. Alors, voilà, ça c'était des remarques générales sur l'ensemble de l'installation. On va regarder d'un petit peu plus près le lot plomberie chauffage. Donc ça, c'est quand on balaye le DCE et des petites remarques qui peuvent venir. Les commandes des clapettes ou tout peu sont déjà présentes dans les 3 salles. Alors ça, c'est un sujet en soi qui démontre une mauvaise écoute de nos demandes. J'ai précisé plusieurs fois que les 3 salles sont à ventiler au bâtiment A. Et il a fallu revenir parce que je ne sais pas pourquoi, mais le bureau d'études ne voulait ventiler qu'une salle. Donc on a fini par dire que les 3 salles étaient ventilées, youpi, qu'il n'y avait pas qu'une seule sonde de CO2 dans les 3 classes. On y est arrivé. Maintenant, on sait qu'il y a 3 sondes de CO2 déjà posées dans ces 3 salles. Et ces 3 sondes commandent déjà 3 clapettes tout peu. Donc, il n'est pas nécessaire de préciser que ce sont des travaux à faire. C'est déjà fait dans les salles 1, 2 et 3. C'est pénible de redire ces choses-là à quasiment chaque réunion. Il y a un autre paragraphe qui précise que le lot plomberie doit mettre des volets roulants avec une assistance au chauffage et au refroidissement. Ça consiste à fermer les volets roulants quand l'intérieur des salles est trop chaud et qu'il y a une irradiance solaire importante et à les ouvrir quand on est en hiver pour aider au chauffage. Voilà. Ça, c'est de la programmation. À partir du moment où il y a une station météo en place,
qu'on connaît l'irradiation suivant différentes directions, on peut piloter les volets roulants. Voilà, c'est de la programmation et la programmation est à la charge du maître d'ouvrage. Donc, ça n'a pas à apparaître, cette partie-là, dans le lot plomberie chauffage. Par contre, il faudrait préciser qui fournit les températures moyennes pour le fonctionnement des CTA. Les températures moyennes, c'est la température des différentes salles qui pose les sondes de température entre le lot électricité, entre le lot plomberie chauffage, entre le lot ventilation. Voilà, là, on est à un point d'intersection entre finalement ces trois lots. Le BET avait à sa charge ces trois lots. Et donc, il faut à un moment préciser pour pas qu'on ait plusieurs fois la même chose. Parce que les sondes, elles font CO2, température, humidité, et donc elles permettent la régulation de température des radiateurs, elles permettent le déclenchement des ventilations, voilà, et elles peuvent être posées par l'électricien puisqu'elles sont sur le réseau KNX. Et il y a besoin de calculer des températures moyennes, donc il faut un appareil pour calculer les températures moyennes. C'est nécessaire pour le pilotage de la température en soufflage des CTA. Est-ce qu'il faut donner un coup de pouce pour remonter les températures ou est-ce qu'au contraire, il faut donner un coup de frais, ça s'appelle du free cooling, lorsqu'on le peut et qu'il y a un peu trop de chaleur. Voilà, ça c'est pour avoir un petit plus en termes et pour faire du rafraîchissement nocturne par exemple. Le rafraîchissement nocturne, il déclenchera en fonction de la température moyenne du bâtiment. Donc, c'est important et c'est du matériel. Une température moyenne, ça coûte environ, ça coûte environ 1 000 € pour l'ensemble des bâtiments. Donc, il faut quand même dire qui est-ce qui s'en occupe, qui est-ce qui met ce matériel. Alors, concrètement, techniquement, dans nos installations actuelles, ça se fait avec un RMS 705B et qu'il faut proposer une entrée de température par salle, puisque pour faire la moyenne, il faut bien qu'il ait toutes les valeurs de température. Comme ce régulateur, il peut être aussi utilisé pour faire la gestion des coupures d'eau sur les différentes zones, le comptage d'eau potable. Je pense qu'il est pertinent de le mettre dans ce lot et que donc il faudrait le préciser, le mode de calcul des températures moyennes. Je redis que c'est pas un copier-coller de ce paragraphe que je veux, mais quelque part une implication du BET qui nous met ça correctement en termes de prescription sur son DCE. Dans les zones 1 à 3, sur la partie plomberie chauffage, il n'y a rien à dire. La zone 4, qui est la chaufferie, je voudrais qu'on précise que le ballon ECS doit être piloté par la GTC, c'est-à-dire qu'il doit posséder un contacteur et les entrées-sorties nécessaires au RMH 760B, donc un pilotage du contacteur, et puis des sondes ECS. Maintenant, on met souvent deux sondes, une sonde haute et une sonde basse, des sondes NI1000 qui sont compatibles avec le régulateur RMH. Voilà. Je redis que dans la zone du restaurant scolaire, on ne met pas de moteur thermique sur les radiateurs pour ne pas avoir de double régulation. Par contre, on va faire attention à la température de cette zone. C'est une grande salle et donc pour éviter encore une fois d'avoir une sonde favorisée ou défavorisée, un seul point de mesure de la température, je propose de mettre deux QA24 en parallèle et un appareil d'ambiance. Voilà, ça va nous faire une température moyenne de la zone tout à fait correcte. Et on met un appareil d'ambiance QMX6. Voilà. Donc ça, on le fait et ça marchera bien. Pour les autres salles, sanitaires, circulation, là, on va pas mettre de régulation de température. On va se contenter de vannes thermostatiques, anti-vandalisme. C'est pas très grave si dans les circulations ou les sanitaires, les températures ne sont pas très bien régulées. Dans l'extension, je précise ici, alors c'est vrai que je me fais un petit peu plaisir, mais comme on dit que je suis qu'un casse-pied, je renvoie des petites piques à mon tour. Je précise quand même que le STA 73 24 volts NF, ça me fait toujours rigoler quand on met des références comme ça et qu'on fait une petite faute d'orthographe sur le Siemens. Bon, c'est pas très grave tout ça, mais ce ne sont pas des têtes thermostatiques, ce sont des moteurs thermiques. C'est juste un actionneur. Une tête thermostatique, c'est une mesure de température, une consigne de température et un actionneur. C'est une régulation complète. Et donc, ce genre de petite erreur, bon, c'est une boulette, il n'y a pas de souci, c'est évidemment une boulette. Malgré tout, quand ça se répète,
et ça se répète dans le DCE, ce genre de petites choses, ça démontre, à mon sens, un manque de professionnalisme. Alors, je suis désolé, si le mot est un peu dur, faudrait peut-être trouver un peu plus léger. Mais en tout cas, ça démontre qu'on ne sait pas bien approprier le projet et que éventuellement, on ne maîtrise pas totalement ce dont on parle. En tout cas, c'est l'impression que ça laisse. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais moi, à la lecture du document, c'est l'impression que ça me laisse. Ça reste très subjectif, mais pour moi, un ingénieur, il doit utiliser le vocabulaire approprié et précis à ce dont il parle, en particulier quand c'est son domaine. Voilà, mais bon, ça reste une petite pique peut-être inutile, mais j'avoue qu'on le voit quand même assez régulièrement, hein, on y reviendra peut-être. Voilà, donc ce ne sont pas des... Voilà, ils doivent être accordés aux régulateurs terminaux, donc ça c'est la partie intéressante, on doit raccorder ça aux régulateurs terminaux dans chacune des salles. Alors regardons un petit peu les DPGF, hein, parce que au début je n'ai pas le mille-nez dessus, alors c'est un tort, j'aurais dû regarder aussi les DPGF de près. Et il y a un petit truc, Centrale RMB 795, là aussi ça montre qu'on ne s'est pas correctement approprié le projet ou qu'on est en manque de connaissances sur ce que l'on met en œuvre, voilà, ou peut-être les deux. Hein. Les centrales de supervision voilà, des différentes zones qui vont donner les ordres de mode de fonctionnement confort et confort voilà, pour l'ensemble de la zone scolaire et restauration scolaire, il n'y en a qu'une. Donc, il ne faut pas mettre dans le DPGF, pour chaque bâtiment, qu'il faut une de ces centrales. C'est un petit joujou quand même à 1000 balles. Il n'y en a qu'une, elle est déjà présente. Donc, en réalité, en dehors de dire dans le DCE qu'il y a déjà cette centrale qui pilote l'ensemble des zones en termes de niveau de confort, ça suffit. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, alors je le redis, je ne me lasse pas. Mais c'est vrai que c'est lassant ces allers-retours, mais encore une fois, moi je veux bien qu'on reprenne l'ensemble de mes écrits et qu'on voit à quel niveau c'est correctement intégré dans le DCE. Ça serait intégré directement, à chaque fois que je le demande, on perdrait beaucoup moins de temps. Ça c'est clair. Je voudrais qu'on me dise là quelles sont des demandes qui n'ont pas été dites avant. Alors c'est vrai, les schémas, oui c'est vrai, j'avoue, jamais j'aurais pensé que je doive regarder par où passaient les conduites de ventilation. Au début, je ne l'ai pas regardé, j'ai fait confiance au plan, j'avoue. Et donc, j'ai vu des erreurs sur le local déchets, sur les sanitaires, sur les passages de gaines qui ne passent pas dans les circulations, etc. C'est vrai, c'est vrai. Zone 5. Alors ça, c'est un sujet, et ça sera quasiment le dernier qui sera abordé. Là, je laisse les professionnels de la rédaction des DCE faire leur choix. Malgré tout, je suis vigilant sur quelque chose parce que après, on va discuter avec les entreprises qui vont avoir en charge ce lot. Et puis, on va dire, ah mais oui, mais il faut qu'il y ait tel régulateur, sinon ça marche pas. Et le gars va dire, ah oui, mais moi, c'est pas marqué dans le DPGF, c'est pas dans le DCE. Alors, non, vous le payez en plus. Ah oui, mais non, si vous mettez pas ça, alors qu'est-ce que vous mettez? Enfin, ça va être ce genre de choses, hein, parce que voilà, moi j'ai un truc pas cher, là, je vais mettre ça. Moi, j'avais prévu de mettre ça. Vous voyez, ça va être ce genre de choses. Et moi, je vais dire, oui, mais alors ça, je sais pas le programmer, je sais pas comment, et puis ça va pas bien s'intégrer, etc. Voilà. Et ça, on a déjà eu des mecs qui nous sortent des petits trucs à 2 balles, voilà, et qui finalement n'ont pas du tout toutes les fonctions nécessaires. Donc du coup, on peut pas le refuser parce que alors si on veut que ça marche, il faut soit être extrêmement précis au niveau des fonctionnalités demandées, c'est-à-dire qu'au niveau du DCE, il faut bien préciser toutes les fonctionnalités, donc toute l'analyse fonctionnelle de l'installation. On veut que ça fonctionne comme ci, comme ça, etc., etc., etc. Et après, à la charge de l'entreprise de répondre à ces fonctionnalités. Alors ça, c'est pas simple. C'est du boulot. Parce que si on oublie quelque chose, à ce moment-là, c'est une porte d'entrée pour l'entreprise pour dire, moi, cette fonctionnalité, elle n'était pas demandée, donc je suis pas censé vous la fournir. Et la deuxième possibilité, c'est de donner donc des fonctionnalités, donc de rester moins précis sur les fonctionnalités attendues,
et de préciser le matériel qui va permettre de faire tout ce qu'on veut faire. À ce moment-là, la responsabilité à partir du moment où ce matériel est posé, s'il manque quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là, c'est notre responsabilité. Et là, j'assume la responsabilité. S'il faut des éléments supplémentaires qui seront marqués, qui ne seront pas marqués dans le dossier de consultation et le DPGF, et à ce moment-là, on les achètera nous à côté. Hein, voilà, je suis pas inquiet, j'ai du stock sur ce matériel. Donc, s'il faut rajouter quelques modules d'extension ou un régulateur, on les a en stock, c'est pas un souci. Hein, mais au moins que 95% du matériel demandé soit marqué dans ce dossier de consultation entreprise. C'est normalement le travail que fait Siemens. Et je sais que Siemens, il y a eu des réunions entre LBET et Siemens. Et Siemens, on lui dit, voilà, moi je veux faire ceci, cela, tatati, tatata. Ils ont l'habitude. C'est pas un travail très compliqué à faire, hein, ça reste voilà. Et ils vous disent, pour faire ça, il vous faut tel régulateur, tel module d'extension, tel régulateur terminal, tatata. Ils vous font une liste de matériel. C'est ce que j'ai fait, moi, en précisant comment je suis arrivé à ces valeurs-là. Donc, j'ai fait soit le travail de Siemens, soit le travail du BET, peu importe, on s'en fout. Ce travail que j'ai fait, il n'a pas nécessité à être copié-collé tel quel dans le DCE, mais il a vocation à être intégré au niveau de ses résultats du DCE. Peut-être en annexe dire que voilà, on a déterminé le matériel suivant ces choses-là. Donc, je fais tout simplement le calcul du nombre d'entrées, du nombre de sorties, qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on va actionner pour chaque régulateur. Et puis, donc, ça choisit le matériel qui va derrière. Voilà. Et donc, moi, je souhaite qu'on ait vraiment dans le DCE. En particulier, si on commence à parler d'une référence de régulateur pour une zone, si on le fait pour une zone, on le fait pour tous. Parce que donc, cette histoire-là, soit on le fait nulle part, soit on le fait partout. On ne peut pas être entre les deux. Donc, à partir du moment où on a commencé à dire il me faut un régulateur RMH 760 quelque part, il faut préciser à chaque fois qu'on a besoin d'un régulateur et puis rajouter à côté en plus les extensions nécessaires. On peut rester un peu vague, plus extensions nécessaires. Ça, c'est la petite phrase qui nous permettra de dire mais là, il nous manque un module d'extension. Mais on peut ne pas mettre l'entreprise en difficulté et dire voilà, nous, on a prévu pour une CTA typique, c'est ça. Pour un réseau, pour la chaufferie, c'est ça. Pour la gestion de la GTC, c'est ça. En gros, il y a 3 postes. Il y a 3 postes. Il y a un poste CTA, un poste chaufferie et un poste GTC. Et à chaque fois, on peut mettre le matériel. Dans les différentes armoires de CTA, on retrouvera le même matériel, etc., etc. Donc ça, je le sais, ça demande du travail, de rédaction. C'est pas quelque chose où ça demande de passer du temps dessus. Mais c'est pareil, c'est pas la première fois que j'en parle. Donc, dans la zone d'extension, non, on ne rechiffrera pas la centrale RMB 795. Et si on met bien donc dans le lot plomberie chauffage les RXB qui sont à mon sens dans le lot chauffage, puisque c'est le plombier qui va raccorder les radiateurs au RXB, on précisera aussi qu'il faut que les fenêtres, les contacts des fenêtres arrivent correctement au RXB avec le contact inverseur. Voilà. Les RMU sont au lot CVC par contre. On parle des RMU dans le DPGF du lot plomberie. Les RMU, donc ce sont des régulateurs pour CTA, eux, ils sont à mettre et à chiffrer au lot plomberie chauffage. Voilà. Je pense qu'il est important aussi de préciser le nombre d'armoires. Où est-ce qu'elles sont? C'est pareil, c'est un petit travail que j'ai fait. J'ai précisé qu'il y avait telle armoire, le matériel qui était à l'intérieur. Et voilà. Et j'ai vu que dans la dernière version du DCE, c'est marqué comme étant ce qu'on avait fait aux valières. Mon document, il n'a pas été correctement compris. Non, je parle bien de notre projet actuel quand je fais la liste des armoires. Et où est-ce qu'elles vont. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit apparaître dans le DCE. Les détecteurs UP258 sont déjà au lot électricité. Je rappelle que le BET a les 3 lots et donc il sait déjà qu'il a mis les détecteurs UP258 au lot électricité. Pour les sondes neuves, je rappelle qu'elles sont à prendre dans la gamme QMX6. Tiens, et pourquoi il y a une nouvelle gamme? Spoiler, c'est en rapport avec le décret dont on a parlé en début de vidéo.
qui précise le type de technologie utilisée pour ce type de mesure de CO2. Et que fait la sonde QMX6? Eh bien oui, elle répond à cette norme. Voilà. Je rappelle que la programmation est à la charge de la ville, donc il n'y a pas lieu de la chiffrer, et que je n'ai pas trouvé les moteurs thermiques Siemens dans le DPGF, le moteur plus le câblage jusqu'au RXB, pour l'extension. Je me suis peut-être trompé, il y a probablement des erreurs dans tout ce que j'ai vu, c'est pour ça qu'il est intéressant de discuter et d'échanger. Mais les moteurs thermiques sont bien dans la description du DCE, mais ne sont pas chiffrés dans le DPGF. Sur la partie low-ventilation, pour moi, les diffuseurs sont à revoir dans l'ensemble avec les maîtres des gaines vis-à-vis de tout ce que je viens de demander sur les ventilations. Alors bien sûr, s'il y a quelques mètres de gaine en plus, vu le lot, c'est pas ça qui va poser souci en phase chantier. Malgré tout, si on pouvait avoir les bonnes valeurs dès le début, ça évite des petites crispations qui viendront s'accumuler au fur et à mesure. Les diffuseurs, comme on a des faux plafonds dans le bâtiment A, dans le bâtiment B, je ne sais pas comment est fait le faux plafond dans l'extension ou tout ça, mais quand on a des faux plafonds en 600-600, on met des diffuseurs en 600-600. Voilà. Là aussi, c'est une demande du maître d'ouvrage. J'ai même pas envie d'en discuter. Je vois pas où est le problème. C'est moins cher, ça s'installe bien, ça permet de se répartir dans toute la salle. Voilà. Je vois qu'on a 20 registres motorisés pour l'extension, 2 par salle. Il en faut un soufflage. Bon, j'ai pas souvenir qu'on ait 10 salles dans l'extension. Je peux me tromper. Voilà, peut-être à revoir. C'est pas très grave. Je n'ai pas vu d'armoire pour les CTA, je n'ai pas vu d'armoire pour pas de liste de matériel, RMU plus extension essentiellement. Peut-être préciser une armoire CTA dans le DCE, c'est fait avec ce matériel, les fonctionnalités, etc. Quand on décrit la CTA, son fonctionnement, et puis après faire chiffrer une armoire à chaque fois. Par exemple, c'est pas forcément un gros travail. Mais si tous ces éléments sont clairement placés, on évitera des soucis. Voilà. Alors j'avoue que ma vidéo est un tantinet agressive. J'avoue que j'ai mal pris le fait que je sois considéré comme quelqu'un qui refuse d'écouter la réglementation et que comme je suis un casse-pied et un pénible, on se décharge de sa responsabilité de bureau d'études. Je n'accepte pas ce discours, tout simplement parce que j'ai déjà, je suis ouvert à la discussion, sauf que ces discussions n'ont pas eu lieu. Alors on arriverait après des engueulades où je dirais à la fin, non, puisque c'est comme ça, on fait comme ça et pas autrement. À ce moment-là, c'est clair, je prends mes responsabilités. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des remarques, j'ai eu des demandes, je n'ai pas eu de retour sur la réglementation vous interdit de, ça j'ai jamais eu. La réglementation qui m'interdirait de, sur techniquement ce que vous proposez, ça nous paraît bancal, pas correct, etc. Une discussion argument contre argument, je n'ai pas eu non plus. Et donc que ça arrive là, alors je vois bien que les échanges sont nombreux et fatigants, alors que le bureau d'études se rassure, ça m'épuise moi aussi. Voilà. Clairement, il y a des choses qui n'ont pas été prises. Moi, le ressenti que j'ai de ces documents, c'est qu'il n'y a pas eu de travail d'appropriation du projet. Voilà, c'est clairement. Alors, je suis désolé si ça vexe, c'est pas le but, mais c'est mon ressenti en tout cas. Et accessoirement, j'ai un autre ressenti qui est un manque de maîtrise. Ça me paraît assez clair quand on lit. Un manque de maîtrise de ce que c'est que le KNX et ce que c'est qu'une installation Simco 700. Donc, il y a aussi, à mon sens, un manque de compétences sur ces deux domaines et ça explique les erreurs. Alors, en soi, c'est pas très grave tout ça. Enfin, voilà, on peut pas avoir toutes les compétences, mais à ce moment-là, il faut quand même que ça avance et il faut quand même qu'on sorte un DCE. Donc, on trouve des solutions pour avancer. Voilà. Donc, bonne écoute pour cette vidéo.